Alors, Michel Crozier, c'est un sociologue, le fondateur en France, de ce qu'on va appeler la sociologie des organisations et la théorie de l'acteur. Bon, ça intéressera ceux qui iront chercher plus loin. Il écrit en 1963, suite à une longue série de terrains, un ouvrage qui s'est appelé Le phénomène bureaucratique. Alors, ces terrains sont des observations dans deux entreprises principalement, l'agence des chèques postaux et la CEITA, les ateliers de production de tabac, qui sont deux, on va les caractériser ainsi dès maintenant, de bureaucratie à la française. Sa principale conclusion, c'est que le système bureaucratique français, c'est un système qui dysfonctionne, qui ne marche pas. Vous voyez, le lieu commun à la bureaucratie française, ça ne marche pas. Mais en fait, il nous dit, dans le fond, dans le cadre d'une bureaucratie à la française, le dysfonctionnement, en réalité, est un très bon fonctionnement. C'est-à-dire, pour l'organisation, le dysfonctionnement est ce qu'on vise. Euh, Michel Crozier nous dit, dans le système bureaucratique à la française, il y a une espèce de maladie qui fait que le système d'organisation abandonne ses buts initiaux pour, en fait, viser le dysfonctionnement. Pour viser le dysfonctionnement. Et donc, il part avec ces hypothèses-là et il va travailler sur le terrain, interviewer des ouvriers, des ouvrières, des salariés donc de la CEITA et de l'agence des chèques postaux. Et alors, bon, c'est un bouquin passionnant, je vous invite à le lire, mais pour vous en faire un résumé, il synthétise ses aperçus à travers ce qu'il appelle, ses résultats, pardonnez-moi, à travers ce qu'il appelle le cercle vicieux bureaucratique. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle vicieux bureaucratique? C'est la description d'une organisation qui va devenir totalement dysfonctionnelle, qui va devenir essentiellement dysfonctionnelle et qui va produire beaucoup de souffrance au travail. Bien. Je vous donnerai un exemple à la fin. Alors voilà ce qu'il observe dans la CEITA, l'agence des chèques postaux. D'abord, on a une intention bureaucratique qui s'exprime. Nous allons faire des usines pour le tabac, nous allons faire une bureaucratie pour la gestion des chèques postaux. Bien. Cette organisation est très hiérarchisée, très rationnelle, en un sens très brutal, très vertical. Pour qu'il n'y ait pas de petits barons locaux, pas de petits chefs locaux, mais qu'on reste bien dans une organisation rationnelle, cette organisation est extraordinairement centralisée. Les relations sont mécaniques et impersonnelles. Bien. Donc ça, c'est la base, vraiment, une pure rationalisation de l'action. Vous avez une très belle mécanique, une très belle hiérarchie, très verticale, très fonctionnelle, sans petits barons, tout doit fonctionner. Seulement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que devant des relations extrêmement impersonnelles, devant une organisation rationnelle très éloignée, très centralisée, on observe le développement de pouvoirs parallèles. On ne sait jamais exactement à qui parler, on ne sait pas à qui se plaindre. Dès qu'il y a des petites problématiques, on n'a pas la souplesse pour s'ajuster. Et par ailleurs, chacun se trouvant isolé à son poste, il existe un sentiment croissant de vulnérabilité. Les gens se sentent vulnérables dans cette situation. Donc ils vont développer des stratégies défensives pour ne pas se sentir vulnérables. Par ailleurs, comme on a beaucoup de relations très personnelles, on n'a pas de collectif constitué, fort, etc. Mais chacun va chercher des alliances. Et donc ces alliances vont se faire contre la hiérarchie. On va chercher quelqu'un qui est à côté et qui est sous-chef ou qui est chef N+2 pour réussir à s'en tirer de manière, comment dire, par la bande, quoi. Bien. Donc, on reprend. Une intention rationnelle initiale, une grande centralisation, une grande verticalité, ce qui occasionne en réalité un grand sentiment de vulnérabilité et à partir de là des stratégies de retrait, des stratégies d'excès de zèle, des stratégies voilà, de protection de soi, qu'on va appeler des stratégies défensives. Euh, et le résultat, c'est que chacun dans son petit précaré va tâcher de se protéger en fonction du sentiment de vulnérabilité qui l'anime.
Et assez vite, Michel Crozier va nous dire que dans le fond, l'efficacité d'une entreprise est une fonction décroissante du sentiment de vulnérabilité des gens qui y travaillent. Donc en d'autres termes, pour parler français, hein, plus on se sent vulnérable, moins on travaille bien. Et moins on est productif, et moins on est innovant, moins on apporte. Donc tout simplement, regardez bien ce système. J'ai pensé une rationalité qui devait fonctionner pour tout le monde. Ça crée des relations extrêmement impersonnelles, ça crée un sentiment de vulnérabilité, chacun se protège, et le fait que chacun se protège soit par l'excès de zèle, soit par le retrait, etc., etc., stratégie que vous avez sûrement déjà aperçue dans des administrations françaises, c'est quelqu'un qui a peur d'être contrôlé par son chef et qui va vous demander à la lettre tous les papiers, les surpapiers, qui va oublier les papiers, qui va en faire trop pour qu'on ne puisse pas le mettre en cause. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que tout le monde dans l'organisation cherche à se ménager un espace dans lequel on ne peut pas le mettre en cause. Et donc l'organisation, au lieu de chercher à être efficace selon ses premiers critères, faire du tabac, gérer les chèques postaux, elle devient prodigieusement efficace pour créer à chacun un petit précaré dans lequel il ne peut pas être agressé. Donc, ce qui apparaît comme un dysfonctionnement, elle est peu productive, elle ne fonctionne pas bien, elle ne produit pas un maximum de tabac, elle ne gère pas bien les chèques postaux. En fait, c'est comme une erreur de regard. On ne voit pas que ce qu'est devenu l'organisation, c'est une organisation à produire, des petits lieux dans lesquels chacun se sent en quelque sorte à l'abri et libre d'exercer son bon plaisir, pour reprendre une formule de Michel Crozier pour ceux que ça intéresse. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir deux choses. D'abord, comment, je vais tourner autour de ma tête, comme ça c'est aussi simple, la rationalité première à l'œuvre se trouve en fait complètement déviée par une somme de rationalités individuelles. Ah, je me sens vulnérable sur ma chaîne, je vais essayer de me ménager une protection. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'effet de chaîne. Comme je cherche de la protection, je vais avoir des conduites de retrait, des conduites de surinvestissement, des conduites de stratégie défensive, qui vont en réalité vulnérabiliser l'ensemble. Et ça, je le donnerai en exemple tout à l'heure. Alors, exemple type que donne Crozier, on décide de donner, je change les chiffres, hein, parce que c'est de mémoire, on décide de donner comme objectif aux ateliers de la CEITA de produire 1000 blagues à tabac par ligne, par semaine. Bon, voilà, faites 1000 blagues à tabac par ligne, par semaine, par ligne de production. Et de quoi on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les ouvriers vont travailler comme des acharnés pour en faire 950 dans les 2 premiers jours, et ensuite avoir des marges de manœuvre par rapport à leur temps dans les 3 derniers jours. Bien. Donc là, vous voyez comment face à un ordre, il va y avoir un effort prodigieux pour se réaménager des marges de manœuvre. Et en réalité, on va aller complètement contre la rationalité du manager qui a pensé à cet endroit-là une régularité de la production. En gros, si on veut 1000 par semaine, on en fait sur 5 jours, 200 par jour, avec des outils, des machines, des rythmes, un approvisionnement conçu pour 200 par jour, des process de vérification de la qualité conçus pour 200 par jour, et là on va avoir une stratégie qui va produire 950 en 2 jours, et le reste à la petite semaine le long des 3 derniers jours. Donc vous avez une mise en échec de la conception, de la rationalisation de l'action collective par chaque rationalité individuelle qui se sent oppressée par des objectifs, par des choses, par une organisation rationnelle du travail qui n'émane pas du tout de leur connaissance, de leur savoir. Bon, si on avait eu beaucoup plus de temps et de séances, d'ailleurs, j'aurais pu vous parler de la construction des identités professionnelles en sociologie. Et voilà, travailler sur comment, selon les postes et selon les tâches, on construit son identité professionnelle. Bon, mais peut-être on pourra en dire un mot lors de notre séance vendredi matin. Bien. Alors, l'exemple que je voulais vous donner, il est tiré d'un ouvrage québécois qui s'appelle La détresse des médecins, parce que j'ai travaillé avec l'équipe qui l'a fait. Et alors, puis l'exemple est hyper parlant. Celle qui a dirigé cette étude s'appelle Marie-France Maranda, c'est une chercheuse en psychodynamique du travail québécoise. Bien. Et alors, voilà la base de l'enquête. Le ministère de la Santé au Québec s'aperçoit qu'il y a beaucoup de suicides, et enfin, croissance du taux de suicide, de dépression, de mise en disponibilité des médecins québécois. Alors ça alors, que se passe-t-il ?
On envoie une enquête de sociologues, de psychodynamiciens du travail, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a autant de suicides, de dépression, de mise en disponibilité des médecins en hôpital. Et puis alors, on s'aperçoit que, en fait, euh, ces gens-là sont dans une stratégie défensive pathogène. En gros, je vous la fais vite parce qu'on a peu de temps, ce sont des gens qui ont été formés, dans des formations telles que les vôtres, à, dans le fond, soigner les gens. On leur a fait prêter le serment d'Hippocrate, et puis voilà, ils sont là pour soigner les gens. Et puis on les met dans des dispositions ensuite d'un tel manque de temps et de moyens, qui sont dans l'incapacité de faire leur vocation, ce à quoi ils croyaient. Donc voilà, les cas qui sont cités typiquement, c'est je vois arriver un patient, je lui dis écoutez, tel que je peux vous voir, là visiblement vous avez un cancer relativement avancé. Si vous passez par mon hôpital, vous aurez un rendez-vous dans 6 mois pour une IRM, et donc en fait, pas, selon mon diagnostic, vous êtes mort. Soit vous allez en hôpital privé et vous avez quelques milliers de dollars devant vous pour payer ça, et là vous avez peut-être une chance de vous en sortir. Et par ailleurs, on les invite d'abord à faire vraiment, c'est des problématiques que vous connaissez par cœur, des consultations de 20 minutes, puis des consultations de 15 minutes, etc. etc. Seulement, en fait, on se rend compte qu'ils surperforment par rapport à ça. C'est-à-dire que pour se protéger de la souffrance de ne plus faire leur vocation, de ne plus faire ce pourquoi ils se sont formés par de longues études, etc., eh ben, ils se mettent à faire du chiffre, à faire de la compétition entre eux, à s'en rajouter, à devenir des espèces de... Enfin, comment dire, plus capitalistes que les capitalistes, plus royalistes que le roi, c'est-à-dire qu'ils se mettent à en faire trop, à se rajouter des heures, à traiter les clients, les patients justement comme des clients et en 10 minutes, à faire la compétition entre eux sur qui est-ce qui voit le plus de patients dans une même journée, etc. Enfin, en d'autres termes, qui est-ce qui fait faire le plus de chiffres à l'hôpital et qui, d'une certaine manière, maltraite le mieux sa patientèle. Et ça, ben, ça occasionne ce qu'on pourrait appeler des dissonances cognitives, ça occasionne de la souffrance psychique, et ça occasionne des retraits, des dépressions, des suicides, etc. Alors, quand vous êtes par rapport à une situation pareille, une situation où vous voyez que les gens sont dans des stratégies défensives, qui s'abrutissent de travail pour pas trop souffrir, etc., etc., ou tout simplement qu'ils ont mis en place des stratégies défensives, faites extraordinairement attention. Euh, Si on n'a pas la capacité soi-même d'apporter un remède à ce qu'on déconstruit, à la stratégie défensive qu'on déconstruit, il ne faut pas le faire. En d'autres termes, si on n'est pas armé d'un psychologue ou de quelques psychologues, de psychodynamiciens du travail pour venir accompagner cette déconstruction de la stratégie défensive, il ne faut pas le faire. Il faut laisser le groupe travailler sur lui-même, lui donner des pistes, le dévier de ça, et surtout, et surtout, et surtout, réduire les causes structurelles qui ont amené à la stratégie défensive. La surcharge de travail, l'organisation pathogène du travail, les valeurs qui sont mises en avant, c'est-à-dire faire du chiffre plutôt que de soigner, etc. etc., etc. Voilà. Bah écoutez, je suis à la fois ravi et un peu frustré d'avoir partagé avec vous ces 6 vidéos. C'est-à-dire 6 toutes petites vidéos d'introduction à la sociologie. On aura parlé voilà, de notions complètement basiques que sont qu'est-ce qu'un fait social, les prénotions, qu'est-ce que c'est que, au contraire, la vision weberienne de la sociologie, quels sont les types de motivation et de légitimité de la domination. Donc, on a commencé à s'approcher des thématiques de pouvoir. Puis ensuite, on est allé voir Marcel Mauss, les techniques du corps, parce qu'évidemment, dans les professions médicales, ça me paraissait important. Et enfin, on a repris les notions de pouvoir avec Anthropologie politique de Georges Ballandier d'un côté, et de l'autre, Michel Crozier, le cercle vicieux bureaucratique. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera quelques outils à immédiatement utiliser dans vos situations professionnelles, pour ceux que ça intéresse qu'à moitié ou pas du tout, et pour ceux que ça intéresse plus avant, ben vous aurez quelques références à aller creuser, qui sont vraiment très simples, et vous aurez l'occasion de m'en demander d'autres vendredi matin. Sur ce, ben je vous souhaite bon courage, force et honneur pour jusqu'à vendredi. À bientôt.